Les gosses sont de retour à l'école et les pistonnets sont de retour en studio pour parler Formule 1 et Max Verstappen est de retour sur la plus haute marche du podium comme une habitude bien évidemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue les amis pour cette nouvelle émission. Ce débrief du Grand Prix des Pays-Bas, 15e manche du championnat du monde 2022 avec nous. On a retrouvé notre beau plateau cette semaine, c'est plutôt une très très bonne nouvelle et on retrouve aussi également nos deux chroniqueurs préférés, ceux que vous aimez appeler tic et tac, monsieur Brice Germain à ma gauche, monsieur Hamza Ramani à ma droite. Salut les gars, comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Super, impeccable. C'est un bon week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas. C'était mieux que prévu, je trouve. Pour le coup, en termes pas d'ambiance, hein, mais de spectacle en piste, je trouve. Fumigène, claquette, chaussettes, Hamza, pour vivre l'année prochaine, on sera là-bas en claquette chaussettes. À tirer les fumigènes. Chaud d'ambiance du côté de Zandvoort, justement, ce week-end. Je vous rappelle, les amis, les rendez-vous des pistonnets, quand même, chaque week-end, c'est super important de vous le dire, parce qu'avant, il y en avait 3. Désormais, on est passé à 4 rendez-vous par week-end. L'avant-Grand Prix qui se passe chez Winamax dans l'émission Pole Position. L'après-Grand Prix qui se passe en libre antenne, sur l'application brute. Et puis, vos rendez-vous du lundi, du mercredi, sur la chaîne First Team Sport. Le débrief le lundi, le mercredi, le magazine. Allez les gars, on va se projeter un petit peu et se projeter, tout simplement, se plonger dans le résultat de cette 15e manche du championnat du monde avec la 10e victoire cette saison de Max Verstappen, la 4e de suite. George Russell prend la 2e place, une Ferrari à la 3e place. Preuve peut-être qu'il y ait une lutte à 3, en tout cas dans le cadre de ce Grand Prix, on en parlera dans quelques instants. Hamilton frustré à la 4e place, Perez 5e. 2 Alpines dans ce top 10, Alonso 6, Ocon 9. Norris est le seul représentant papaye de McLaren à être à la 7e place, Sainz est 8e, et puis Lance Stroll prend le point de la 10e place pour Aston Martin. Allez, tout de suite, on lance le débrief les gars. Un petit mot quand même sur Zandvoort. Brice disait qu'il était content d'avoir retrouvé ce circuit, c'est un plaisir partagé aussi pour toi Hamza ? Totalement, c'est un petit circuit bien court, punchy, avec ses zones de gravier, d'air, moi c'est tout ce que j'aime. Honnêtement, c'est un super, ça a l'air d'être un super circuit à piloter et manifestement en termes d'ambiance, ça a l'air d'être la folie. Donc. Et on peut y dépasser. On peut y dépasser alors que c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit compliqué avec ces mastodontes que sont les F1 modernes et la largeur de la piste. Au final, j'ai pas été déçu en termes de dépassement de cette course. Ils ont passé un bon moment, il est temps de vous faire passer un bon moment en ouvrant tout de suite le débrief de ce Grand Prix des Pays-Bas. Les Pays-Bas retrouvaient donc la Formule 1 et nous on a tiré 4 enseignements à l'arrivée de ce Grand Prix. Je propose tout de suite qu'on les découvre ensemble. Verstappen, le 4 à la suite, Max Verstappen qui file vers un 2e titre de champion du monde. Lando Norris peut-il battre Alpine à lui tout seul ? On fera bien sûr écho aussi également à la situation de Daniel Ricciardo. Alfa Romeo, vivement Audi, Alfa Romeo qui est vraiment au fond du trou en ce moment. Mais je vous propose tout de suite d'attaquer cette vidéo avec Mercedes et une question. Mercedes aurait-il pu gagner ce Grand Prix des Pays-Bas ? Regardez plutôt avec ce tableau, Mercedes qui a retrouvé une voiture pour gagner véritablement le jour et la nuit, une semaine après les grandes difficultés du Grand Prix de Belgique. Alors il y a eu ce drapeau jaune en Q3 qui, selon Mercedes, aurait privé Lewis Hamilton de la pole. Lewis Hamilton qui était plus rapide que Max Verstappen avant l'approche du dernier virage où justement Perez était sorti. Un super rythme pendant cette course aussi également pour les Mercedes avec les pneus durs, notamment lors du 2e relais. Et puis une stratégie aussi initiale assez audacieuse. Toto Wolff l'a dit, il fallait prendre des risques pour pouvoir espérer gagner. C'est ce qu'ils ont fait avec cette stratégie en un arrêt. Alors le résultat, il est très simple pour Mercedes. Russell a été récompensé avec cette 2e place, récompensé de son initiative, notamment à l'entrée de la safety car. Mais Hamilton, on l'a quitté assez frustré à cette 4e place. Et cette question, est-ce que l'entrée de la safety car l'a-t-il privé de la victoire ? On notera aussi également la tension du 65e tour lorsque George Russell a passé Lewis Hamilton dans la ligne droite des stands. Avant d'attaquer justement le côté est-ce que Mercedes aurait pu gagner cette course, étonnant cette performance retrouvée du côté de Mercedes. On a d'ailleurs du mal à se l'expliquer du côté de l'écurie allemande. Ouais, mais quand tu vois après qu'ils ont performé comme ils ont performé en Hongrie avec cette pole de Russell sur un circuit où il n'y a pas besoin d'une grosse vitesse de pointe qui va être un des points faibles de la Mercedes, notamment au niveau de la traînée, que cette monoplace a pu être un petit peu abaissée et qu'il n'y avait pas trop de rebond, plus le fait que l'appui aérodynamique n'est pas trop mauvais sur la Mercedes, ça fait que tu retrouves les mêmes circonstances à peu près que tu avais
tu avais en Hongrie en termes de rythme. Donc, pas surpris, moi, personnellement, de la performance de Mercedes à Zandvoort. Maintenant, dire que ça jouait à la victoire, je trouve quand même qu'il fallait aligner un nombre de facteurs incalculables pour arriver à la victoire. La strat était déjà quasi parfaite jusqu'au moment de la safety car. Les pilotes ont fait un travail incroyable et ils terminent 2 et 4. Je pense qu'il leur manque quand même encore quelque chose pour aller chercher la victoire. Même si Lewis Hamilton revenait sur Max Verstappen à la fin, il restait 16 tours, il ne remontait pas assez vite, il avait des pneus qui se seraient usés plus vite et encore fallait-il avoir une vitesse de pointe qui allait être suffisante pour dépasser Max Verstappen, ce que je pense n'aurait pas été le cas. Donc à mon avis, c'est trop beau de dire que Mercedes aurait gagné ce Grand Prix, mais 2 et 3, oui, potentiellement. Agréablement surpris par la performance globale dès les qualifications. Effectivement, je ne m'attendais pas à ce que Mercedes joue la pole. Alors effectivement, certains diront que le 3e secteur c'est peut-être un peu plus compliqué pour Mercedes. De toute façon, faut le terminer le tour. On l'a vu avec Sébastien Vettel en Q1. Il fait un super tour jusqu'au moment de sa sortie. Donc au final, on ne sait pas et on ne saura pas. Maintenant, effectivement, sur l'aspect stratégique, sur la première partie de la course, on retrouve Mercedes qui ça ne va pas en contradiction avec ce que disait Toto Wolff en conclusion, à savoir prendre des risques pour essayer de jouer la victoire. Stratégie complètement différente de Ferrari et de Verstappen. Et puis effectivement, après arrive cette virtual safety car où il fallait se montrer intelligent. Effectivement, moi j'ai quand même ce regret de ne pas savoir ce que ça aurait donné, cette stratégie jusqu'au bout, sans virtual safety car ou sans voiture de sécurité à la fin. Maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction à tirer de ce week-end Mercedes. Après, si on arrive un peu plus en détail sur Lewis Hamilton, je le trouve un petit peu de mauvaise foi sur sa communication, mais bon, paraît-il aujourd'hui on n'a plus le droit de parler à la radio, donc au final c'est pas. C'est marrant parce que tu montres à tout le monde que c'est toi qui as de mauvaise foi à ce moment-là. C'est bien, non, mais paraît-il on n'a pas le droit d'exprimer ses sentiments lorsqu'on est en colère. Même si j'aime personne. Même si mais plus sérieusement, même si je trouve qu'il abuse un petit peu dans le sens où si, et encore une fois ça a l'air d'être le cas dans le discours de Toto Wolff, si le matin ils se sont dit on va prendre des risques pour jouer la victoire plutôt que de s'assurer entre guillemets une 2e place. Moi, c'est un discours que j'entends chez Mercedes. Et effectivement, Lewis Hamilton, la frustration, je ne sais pas si la frustration, elle vient avant tout de ne pas pouvoir jouer la victoire ou d'être finalement à la merci de Russell. Parce que moi, sur le restart, j'ai vu un Lewis Hamilton qui a pas forcément défendu de manière véhémente et de manière virile face à Verstappen. Par contre, sa défense face à George Russell, elle est un peu limite. Ça m'a rappelé un petit peu le Hamilton-Button à Montréal en 2011, même si je crois que c'est une situation inverse. Où c'est genre une Indianapolis 2007, moi, personnellement. Justement, on va se poser toutes les questions sur qu'est-ce qu'aurait dû faire notamment Mercedes à l'entrée de cette safety car. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va essayer de décrypter tout ça. Mais juste pour revenir sur cette question, est-ce que Mercedes pouvait gagner? Regardez les 3 réactions justement à l'arrivée de ce Grand Prix. Lewis Hamilton, Toto Wolff et George Russell. Lewis qui nous dit « Je veux voir ce Grand Prix comme un verre à moitié plein. Sans la voiture de sécurité, je pense que nous aurions été un peu courts à la fin pour la victoire. » Donc ça atteste exactement ce que tu disais, Brice. Si cela peut être la même chose dans les futures courses, nous pouvons obtenir une victoire. Hier, j'étais en pôle jusqu'au dernier virage. Donc le samedi, il y a un énorme boost à tirer de cela et notre rythme de course semblait être meilleur ou aussi bon que tout le monde devant, alors ne lâchons rien. Toto Wolff qui nous dit « Allons-nous prendre des risques pour la victoire? Oui, nous en prendrons. » Il avait un pneu médium vieux de 5 tours, il parle bien sûr de Lewis Hamilton. C'était la bonne décision de le laisser en piste et en fin de compte, ça n'a pas payé pour lui, mais je préfère prendre le risque pour gagner la course plutôt que de me contenter de terminer 2e et 3e. Ça, c'est ce que tu nous rappelais, Hamza. Et puis George Russell, assez politicien, qui nous dit « Je sais que le résultat n'est pas celui que l'on attendait. » alors qu'il a fait une 2e place, mais ça nous donne de la confiance et de la foi. Les gars, revenons sur cet épisode justement du safety car. On a eu la sensation à un moment donné que la stratégie de Mercedes aurait pu être Lewis Hamilton P1, George Russell ne rentre pas dans ses stands et est 2e et peut-être fait un petit peu le bouchon devant Max Verstappen, peut-être pour permettre à Lewis Hamilton de prendre un petit peu le large au restart. Finalement, George Russell insiste dans sa radio, il demande 3 fois à son stand de rentrer, on lui donne le go pour finalement rentrer justement au stand, ce qui fait que Lewis Hamilton entre guillemets n'est plus protégé. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire pour vous? Est-ce que la frustration de Lewis Hamilton, c'est pas justement qu'on ait fait rentrer George Russell et qu'il ait été complètement désemparé face à Max Verstappen au restart? Oui, parce que à la radio, Hamilton, lorsqu'il entre, parce que à ce moment-là, toutes les voitures passaient par la voie des stands.
Hamilton voit que chez Mercedes on se prépare, il sait que c'est pas pour lui, et il regarde sur son rétroviseur George Russell s'arrêter, et tout de suite il se dit pourquoi vous avez fait arrêter George Russell. Donc effectivement, je pense que la frustration elle vient de là. Après, il y a des mots qui sont forts, "you screwed me", ça fait un peu Mercedes contre Hamilton, alors que je trouve qu'il y a un certain malaise qui se dégage de cette radio, mais encore une fois, ce sont les émotions. Moi, j'ai pas de problème avec ça à partir du moment où derrière il y a une explication. Mais je sais pas en fait si la meilleure stratégie aurait été de garder Russell, dans le sens où tu peux aussi voir de l'autre côté avec un Lewis Hamilton qui défend de manière un peu plus ferme face à Verstappen, ou qui ne rate pas son restart, et derrière tu as un Max Verstappen qui peut aussi se retrouver face à la menace George Russell avec des pneus tendres quasiment neufs pour les deux pilotes. On peut le voir on peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je pense que ça a été tenté, ça n'a pas marché, mais il fallait tenter quelque chose. A posteriori, c'est toujours facile de voir comment ça s'est passé. Il faut se dire qu'à ce moment-là, on constate quand même que la différence entre les softs et les médiums n'est pas immense, puisque je vous rappelle quand même que Lewis Hamilton talonne Carlos Sainz tout le début de la course, alors que Carlos Sainz est en soft et que Lewis Hamilton est en médium. Avec une monoplace abîmée pour Sainz. Oui, je n'ai pas vu ce détail. Si le fond-plat, il est légèrement endommagé. Mais écoute, je te crois. Pour une fois, j'ai pas vu ce détail, j'avoue. Mais tu peux te dire qu'au vu de la performance pneumatique, l'écart de performance pneumatique sur le week-end, qui pouvait tenter quelque chose. Les pneus n'étaient pas morts. On n'est pas sur Abu Dhabi avec des hard morts. C'est ça. Donc c'est tentable. Et en fait, je pense qu'au moment où la stratégie est élaborée, il y a Russell qui fait bouchon. Il y a Russell qui est censé, entre guillemets, aider Hamilton à prendre ce large avant que Verstappen revienne. Il reste, au moment du restart, 11 tours ou 12 tours. 15 tours. Ouais, au restart. Ouais. Peut-être que justement, il y a la place pour qu'Hamilton prenne 3-4 secondes d'avance et que la performance pneumatique des softs, en tout cas l'utilisation optimale sur 3-4 tours, s'écroule un petit peu et du coup reviennent à des performances plus normales. Après, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de bon call à réaliser à ce moment-là. Le bon call, c'était pas mis à la safety car. Non, il y en avait un, mais George Russell n'a pas joué en équipe. Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où lui s'arrête pendant la voiture de sécurité, Verstappen était juste derrière avant même le dernier virage. Donc quoi qu'il arrive, lui perdait sa position. Ce qui aurait été possible de faire chez Mercedes, c'est d'arrêter Lewis Hamilton en demandant à George Russell de ralentir volontairement pour permettre les 3-4 secondes à Lewis Hamilton de ressortir, parce qu'il y avait Latifi qui était entre Hamilton et Russell. Et Russell a demandé à Latifi d'accélérer, alors que justement, en ralentissant, il ralentit Verstappen qui n'a pas le droit de doubler effectivement sous voiture de sécurité. Ça permet à Hamilton de changer de pneu, mais ça n'a pas été fait à ce moment-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Zandvoort, et on l'a vu un petit peu la saison dernière, quand Mercedes a établi cette stratégie avant la course, j'imagine que le plus important, c'était la stratégie positionnelle. C'est être devant en piste. Peut-être d'où cette volonté d'avoir une stratégie, un arrêt. Sauf que sur cette course-là, on a vu que finalement que les dépassements, ça double. Il y en avait pas mal et qu'il était possible de dépasser. Donc, peut-être aurait-il fallu une adaptation, mais après, encore une fois, alors déjà par le passé, ils ont tellement bien joué sur les stratégies. Et là, effectivement, il fallait réagir assez rapidement. Je suis pas sûr qu'il y ait d'erreur vraiment de la part de Mercedes. Je pense qu'il y a un faux débat là-dessus qui est quelle aurait été la solution pour que Mercedes gagne la course. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Vraiment. Parce que même si Hamilton et Russell ressortaient devant en soft, le rythme de Verstappen en soft était tellement supérieur. Après, on ne sait pas. Moi, je suis persuadé qu'il les repasse quand même. Là, en médium, Hamilton le dit lui-même, je pense qu'on est un peu court pour aller le chercher. Et dans tous les cas, ils n'ont pas la vitesse de pointe pour aller chercher la Red Bull. Ton discours, il est valable si tu me dis on arrête Hamilton et Verstappen passe devant Hamilton. Là, effectivement, je pense qu'Hamilton n'avait pas forcément les moyens, même à pneus égal, d'aller le chercher. Je suis sûr que soft, Verstappen le passe. Par contre, je suis sûr, sur la situation inverse avec Hamilton devant, là, je sais pas. Les gars, est-ce que l'enseignement de ce Grand Prix des Pays-Bas, c'est quand on voit la manière avec laquelle Mercedes a optimisé sa stratégie, quand on voit le rythme qu'ils avaient justement sur ces pneus durs, même s'ils ont souffert à pneus égal, on va dire soft contre soft face à Red Bull en fin de course, est-ce que là, quand même, on sent pas la première victoire de Mercedes arriver dans cette deuxième partie de saison? Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous vous dites non, c'est une occasion de gâcher ce week-end? Non. C'est pas gâché. Non, c'est pas gâché parce qu'en fait le week-end est un peu se complique un petit peu dès le samedi à partir du moment où ils peuvent pas se qualifier peut-être un peu plus haut.
Mais on ne peut pas parler de gâchis quand tu fais 2 et 4. Avec en plus, et moi c'est peut-être même l'enseignement principal, c'est que chez Mercedes, ok, il y a Lewis Hamilton, mais on fait confiance à George Russell. Complètement. C'était peut-être pas la stratégie pour l'équipe et pour Mercedes, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Par contre, George Russell a demandé à s'arrêter. Mercedes a fait confiance à George Russell, lui a dit ok, arrête-toi, mets les softs si tu veux. Et puis ça, je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on donne de la place, en tout cas, à George Russell, même au niveau stratégique. Et puis on a un regret sur la qualif par rapport au tête à queue de Sergio Pérez, mais il faut bien se dire que le secteur 3, c'est celui qui désavantageait les Mercedes. Donc où est-ce qu'aurait fini réellement Lewis Hamilton, on n'en sait rien. Et puis gâché, c'est Ferrari à Monaco, c'est Ferrari à Silverstone, c'est Ferrari à Barcelone, c'est Ferrari tout court. C'est juste Ferrari. Ça, c'est gâché. Optimisé, ils auraient pu faire quoi de mieux? 2 et 3. Mais 2 et 4, c'est déjà pas mal quand tu pars 4 et 6. En fait, le truc, c'est que c'est pas gâché. Tu te dis que Mercedes, depuis le début de la saison, ils font des 2, 3 et 4 lorsqu'ils sont loin de Ferrari et loin de Red Bull. Voilà, alors là, il y a de la perte sur les durs. Effectivement, mais je suis pas sûr qu'il y ait de regrets ou de sentiments négatifs. C'est comme quand on se dit à Silverstone que Hamilton joue la gagne face à Charles Leclerc. Parce qu'on le voit revenir sur un relais. C'est pas parce que pendant un moment de la course, sur un des stints, t'as les Mercedes qui sont plus rapides, que ça veut dire qu'ils sont revenus dans la lutte. Ils sont revenus dans la lutte sur un stint. Là, c'était les hards, par exemple. Mais derrière, dès que tu avais les pneus plus tendres, la Red Bull, il y avait zéro lutte, quoi. Donc pour moi, c'est pas gâché. Il y a quand même cette notif d'espoir, en tout cas pour les supporters de Mercedes qui nous regardent, c'est qu'en effet, sur le rythme en dur, même Red Bull l'a avoué et a dit, on a été impressionné par la performance des Mercedes. C'est juste que beaucoup de choses dans le week-end ont été parfaitement gérées pour Mercedes et que la safety car vient mettre une ombre au tableau. Pour autant, sans safety car, même sans safety car, à mon sens, je ne les vois pas gagner cette course. Et du coup, pas de regret. La vraie perf de ce week-end, c'est le deuxième enseignement. C'est Max Verstappen qui l'emporte à domicile. 4e victoire de suite pour Max Verstappen. On parlera des statistiques inédites dans sa carrière. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est était-il vraiment favori du côté de Zandvoort? On avait beaucoup parlé les semaines précédentes d'un circuit censé privilégier justement les qualités de la Ferrari. Un vendredi cauchemardesque aussi également pour Max Verstappen qui a eu un souci de boîte de vitesse en EL1, qui n'a pas pu courir. En EL2, on a bien compris que la voiture était un petit peu en difficulté. On avait en plus peu de données sur la voiture de Pérez qui embarquait une pièce différente de celle de Max Verstappen. Difficulté à trouver du rythme, à trouver la solution. Et puis la résurrection samedi en EL3 où il nous claque le meilleur temps tout simplement, ou non, le deuxième temps je crois, juste derrière Charles Leclerc si je dis pas de bêtises. Une qualification où il est super rapide et ça étonne même ses adversaires, que ce soit chez Ferrari et chez Mercedes. Et puis il a encore été une fois le plus rapide dimanche avec cette course d'attaque. Juste quelques statistiques quand même inédites dans la carrière de Max Verstappen. C'est sa 10e victoire en 2022, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien que l'année dernière sur la saison complète. 4e victoire consécutive, c'est une première dans sa carrière. 5e hat-trick en carrière, 109 points d'avance désormais au championnat. Oui, on peut encore l'affirmer cette semaine, à moins d'un drame, et on ne le souhaite pas. Max Verstappen devrait être champion du monde à l'issue de cette saison. Ça peut être plié très rapidement. S'il gagne à Monza, il peut être titré à Singapour. Incroyable. Et lui, il a besoin que de 3e place. Et je crois même, je fais un calcul erroné, il me semble, parce qu'il y avait la course sprint en plus au Brésil. Mais je crois que les 4e places suffisent. Et plus réalistiquement, il serait plus réalistiquement titré à Suzuka. Juste après Singapour. Il est en train de réaliser. Il va s'amuser en fin de saison. Il va falloir trouver pour les débats des sujets. C'est là que Mercedes aura peut-être sa victoire à la fin, quand finalement il y aura beaucoup. Je sais pas, parce qu'il y a des records. Il y a des records à aller chercher quand même. Il y a le record du nombre de victoires sur une saison. Ça, c'est Austin de Schumacher et Vettel. Et tu as le record des 8 victoires consécutives de Sebastian Vettel. Et il peut y aller, il peut le faire. Donc la 14e victoire, potentiellement, de Max Verstappen, s'il gagne tout là jusqu'à la fin. La 14e victoire, plus la 9e consécutive, elle arriverait au même moment. Le Grand Prix préféré de Lewis Hamilton, à savoir Austin. Mais ça arrivera à ce moment-là, si jamais il se met à tout gagner. Et mine de rien, c'est pas impossible du tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, sur quel circuit Max Verstappen n'est plus favori? Je me pose vraiment la question. Parce que on se disait qu'il y avait des circuits type Ferrari, des circuits type. Moi, j'ai hâte de voir Singapour, tu vois. Mais pourquoi? J'ai hâte de voir. La vitesse de pointe est importante aussi. Non, mais j'ai hâte de voir Singapour parce que moi je me souviens encore de la qualification on parle souvent du tour référence de Lewis Hamilton il y a quelques années, mais cette même qualif, Verstappen, il sort un tour monstrueux. Et j'ai envie de voir aujourd'hui Verstappen avec cette voiture où il est en totale confiance,
avec cette écurie qui lui offre un cocon où c'est la Verstappen Racing Team et que tu te retrouves à Singapour sur un circuit où le talent fait clairement la différence, j'ai envie de voir quelles sont ses limites. Et je me dis que Singapour, ça peut être intéressant. Quand tu vois le tour de qualif à Zandvoort qu'il fait samedi, déjà... Singapour, c'est un circuit en ville, Non, tu vas mais fort, déjà, tu vois le tour qu'il fait là, tu embrasses les murs. ça promet pour ce qu'il va faire, J'ai hâte. ce qu'il va faire à Singapour. Et oui, peut-être qu'il va faire un tour, il sera entre guillemets légal dans la légende de ce qu'a fait Hamilton en 2017, c'était. Ouais, 2017. Ouais. Mais oui, c'est Hamilton. Peut-être. Exactement. Voilà, en tout cas, pour Max Peut-être. Verstappen, ce qui est terrible, en fait, les gars, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ça souffre d'aucune contestation. Tu peux parler, C'est effectivement. impressionnant. Tu peux parler des statistiques, des records. 30e victoire, il a une victoire de Mansell, la 2 de Fernando Alonso. Il a quasiment que, enfin, il a même pas 25 ans. Complètement. Il y a quand même un truc qu'on peut noter par rapport aux autres années, je trouve, c'est que j'ai l'impression qu'il nous fait du Lewis Hamilton dans la gestion des week-ends. Le vendredi, il est parti pour avoir un week-end mauvais, Ah, clairement. mais vraiment mauvais. Et je parle pas des problèmes mécaniques. Je parle pas de la boîte de vitesse qui Non, a c'est le setup, l'optimisation du setup. Oui, le travail qu'il y a en fait. Et j'ai l'impression qu'il était en train de devenir, malgré le fait que c'est un jeune pilote, un pilote de mise au point également. Et quand tu vois la façon dont Pérez, sur les 3 séances, se bat avec la monoplace et n'arrive toujours pas à trouver ce réglage à l'avant pour emmener la voiture, qu'il a des soucis à la réaccélération et que sur des circuits comme Zandvoort, ça pardonne pas. Peut-être du sabotage Et que lui, de Red Bull. À l'instant où il part sur son tour de Q3, la monoplace, il fait corps avec. Il l'envoie en travers à des endroits, la monoplace, et à la fin, c'est en avance, alors que je suis persuadé que sur un tour, la Red Bull est 2 dixièmes derrière. Et lui, il la sublime. Donc là-dessus, pour moi, il me fait vraiment des week-ends à la Lewis Hamilton. C'est-à-dire que le dernier tour de Q3, bam, il explose tout. Et on disait souvent que Valtteri Bottas était le world champion au essai libre. Bah, au final, Ferrari fait un peu ça cette année. Une voiture qui est bien à peu près partout, qui est pas forcément très bien réglée à l'optimal sur le samedi. Et au final, lui, il arrive et il sanctionne. Dans la comparaison avec Pérez, Hamza, tu viens de dire, il y a eu un peu une opération sabotage de la part de oui. Red Bull. On le dit bien sûr en souriant, mais il y a un fond. On a testé une pièce sur la voiture de Pérez. On continue de la tester, ouais. Et on continue de la tester. Le plancher, fond c'est ça, plat, le fond plat, il y a un tout à trou fait. à l'arrière du fond plat du plancher sur le côté là. Et paraît-il, Verstappen a eu cette pièce et il a dit non. J'en veux pas. Je l'ai testé, j'y arrive pas. Je ne l'utiliserai plus. Mais ce qui est intéressant, effectivement, alors pour répondre à ta question, je pense que Red Bull se situe aujourd'hui, la performance de la Red Bull se situe entre Verstappen et entre Pérez, parce qu'on dit souvent la valeur étalon c'est le deuxième pilote. Là, en l'occurrence, effectivement, avec les problèmes que connaît Sergio Pérez avec ses nouveautés, je pense qu'effectivement, il y a un juste milieu à trouver. Mais Red Bull, encore performant au niveau de la stratégie. Anna Schmitz, elle est encore... Il n'y a pas d'erreur, Ils ont encore battu le record de la saison sur l'arrêt au stand le plus rapide avec Sergio Pérez, 2 secondes. Il n'y a pas de faille, en fait. Il n'y a pas de faille. Il y a une complétude dans l'intégralité du staff de cette écurie, quand même. Enfin, il n'y a aucun moment où tu te dis cet endroit-là est défaillant. Et il y a même la réussite avec la voiture de sécurité qui est provoquée par Yuki Tsunoda. C'est fou. C'est incroyable. Théorie du complot ou pas? Non. Est-ce que Fernando Alonso est impliqué là-dedans? Pour empêcher son ami Lewis Hamilton. Peut-être Flavio Briatore, c'est des vieilles techniques, les gars. On l'a déjà vu par le passé. Après une réunion avec Mark Webber. C'est vrai que Briatore est en lien direct depuis son yacht avec la radio de Tsunoda. C'est très connu. Exactement. Il est partout, Flavio. Il est partout. Troisième enseignement, on va peut-être parler de Fernando Alonso, tiens, justement, mais on a décidé de titrer sur Lando Norris, bien évidemment. Les gars, cette lutte entre McLaren et Alpine, et cette question, est-ce que Lando Norris peut battre justement Alpine? Eh bien, à lui tout seul, McLaren qui ce week-end avait plus de rythme, avait notamment un bon rythme sur ce qu'ils appellent un circuit d'appui, un meilleur rythme qu'Alpine. Eux qui avaient quand même beaucoup souffert l'année dernière du côté de Zandvoort, ça allait beaucoup mieux cette année. Norris qui s'est dit victime de la physionomie 2 contre 1, lui qui a terminé 7e, qui était eh bien en lutte avec les 2 Alpines et qui n'a pas pu exister d'un point de vue stratégique parce que eh bien son coéquipier Daniel Ricciardo a vécu un week-end cauchemardesque, éliminé dès la Q1, c'était la 3e fois cette saison pour le pilote australien, et puis une arrivée, une course anonyme terminée à la 17e place. Ça c'est côté McLaren. Parlons quand même du côté Alonso et Alpine, parce qu'il y a eu quand même un gros coup fait par l'écurie française ce week-end. Un samedi difficile avec une Alpine à la base bien sûr qui manquait cruellement de vitesse, et puis la maestria Alonso pendant la course le dimanche, malgré un départ moyen, une stratégie absolument parfaite qui lui a permis d'effectuer justement cette remontada, d'effectuer aussi
aussi de très très beaux dépassements. Il nous a offert de très très belles luttes pour terminer à la 6e place. Du côté d'Ocon, il y a quand même ce regret de ne pas avoir peut-être optimisé la stratégie comme il se devait, de s'être arrêté notamment un petit peu trop tard. Mais à l'arrivée, eh bien, au championnat du monde des constructeurs, c'est 24 points d'avance pour Alpine sur McLaren, plus 4 points glanés par les Français du côté des Pays-Bas. Est-ce que Norris peut vraiment s'en sortir seul face à Alpine? Ça paraît être mission impossible dans la lutte pour la 4e force du plateau, les gars. S'il avait la voiture de l'an dernier, oui, mais cette année, il y a trop peu d'écart entre les deux voitures, même sur les circuits où la McLaren est plus forte, pour qu'il puisse s'en sortir tout seul, parce que l'une des forces d'Alpine, et on en parle souvent avec par rapport au line-up, c'est la complétude de ce line-up et son homogénéité dans les performances. Ocon a 66 points au championnat, Alonso en a 59. Il devrait en avoir plus sans problème mécanique. Ça veut dire que les deux... Ricciardo en a 19. Hein? Ricciardo en a 19. Oui, championnat. 19 points, alors que Norris en a 82. C'est-à-dire que Norris est au-dessus d'Alonso et Ocon largement, quasiment 30 points. Non, là je te rejoins pas. Je rejoins pas. Parce mathématiquement, tu veux qu'on regarde ou... Ouais, mais enfin, si tu veux, mais Fernando Alonso, si on regarde le nombre de pépins mécaniques qu'il a connu depuis le début de la saison, aujourd'hui, il est devant Norris. C'est le meilleur des autres, on peut le dire, Hamza. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, moi, je pense que Fernando Alonso... Non, mais tu peux me parler de bilan comptable. Après, si on regarde le comptable, on met le classement, on fait pas d'émission. Non, mais je te parle de bilan comptable parce que justement, c'est dans le plan d'avoir privilégié la performance à la fiabilité. Donc en fait, au bout d'un moment, si tu privilégies ça et que tu travailles ta fiabilité plus tard, ça rentre aussi dans le plan d'Alpine que aujourd'hui Alonso soit derrière et Ocon derrière, parce qu'ils ont des problèmes mécaniques que n'ont pas eu McLaren. Donc à un moment donné, c'est un choix que tu fais d'un côté et pas de l'autre. On peut pas dire que sans la fiabilité, il mérite d'être là. Est-ce que le choix véritablement de McLaren, c'est de dire on va privilégier la fiabilité à la performance cette année? Non, mais en attendant, elle est plus fiable. Point barre. Complètement. Donc, le moteur Mercedes, c'est plus fiable. Si tu veux, à ce moment-là, on peut en rediscuter tous les deux et se dire qu'en 2005, c'était Raikkonen qui méritait le titre. Il y a aucun problème. Si tu veux, on peut en parler. Nous n'ouvrons pas des débats comme ça. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est exactement ça. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'à la régulière aujourd'hui, Alpine a une meilleure voiture, a un meilleur line-up, a des pilotes qui performent davantage. Alors effectivement, je te rejoins sur le problème de fiabilité qui a été assumé par Alpine en début de saison. On peut aussi dire que Norris a marqué beaucoup de points justement en tout début de saison avec ce podium sur la 2e ou 3e course de la saison qui arrive de nulle part. Enfin, on peut partir dans des conjectures et dans des débats stériles sur cet aspect. Aujourd'hui, moi, je pense que Lando Norris, il n'y arrivera pas, évidemment, mais pas parce qu'il est tout seul, mais parce qu'aujourd'hui, Alpine a une meilleure voiture et que le line-up, aussi bien individuellement, Esteban Ocon et Fernando Alonso, m'offre plus de garanties depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, si tu veux, que Lando Norris. Point barre. Mais est-ce que, les gars, l'enseignement aussi de ce week-end, c'est... Fernando Alonso, c'est 10 courses consécutives dans les points. Ouais, Esteban Ocon, il a terminé dans les points toutes les courses, sauf abandon ou sauf course terminée, mais avec une pénalité, je crois, à Monaco, et il y a eu un problème mécanique à Imola. Sinon, il termine toutes les courses dans les points. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que l'Alpine est régulière. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que McLaren avait plus de perfos qu'Alpine ce week-end et que c'est... Non, Norris avait plus de perfos qu'Alpine, je trouve. Même ça, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Alors il y a une qualification qui est ratée chez Alpine, ce qui condamne un petit peu Alonso et Ocon sur la première partie de course. Après, évidemment, avec des si on refait le monde. Mais je pense qu'à la performance, Alpine pouvait aller en Q3 et dans ces cas-là... Mais en fait, dans ce sujet, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'en début de saison, on disait Alpine a plus de performance que McLaren, mais a du mal à convertir les points, là où McLaren semble être assez clutch, prend les points même lorsqu'ils sont en difficulté. Là, sur ce week-end, moi j'ai l'impression qu'on a la physionomie inverse aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y a deux choses. Il y a le fait que Alpine est géré avec maestria la stratégie, parce que la stratégie de Fernando Alonso dans la course, et il est certainement pas innocent à ça, donc je lui accorde ce crédit-là à Hamza. Ça, moi, tu me bien arrache la gorge. Non, mais je sens que sinon t'as des ganglions qui vont gonfler. Donc oui, je pense qu'à mon avis, le duo a été bien fait. La strat est parfaite, et au final, qu'Alonso termine à cet endroit-là, c'est vraiment une super perf. Mais la McLaren, je trouve que Norris est plus performant à bord de sa McLaren, par exemple, au vu de la physionomie de la voiture, que Ocon et Alonso peuvent l'être à bord de l'Alpine, parce que cette voiture, moi je la trouve catastrophique. La McLaren, elle freine pas, elle est pas bonne dans les virages à moyenne vitesse, elle est pas bonne en ligne droite, elle est pas bonne cette monoplace. Et Ricciardo, toute difficulté qu'il a, il est presque pire que l'année dernière. Il est à 19 points. Avant Monza, il avait plus de points l'année dernière. Ricciardo, depuis l'Azerbaïdjan, c'est 2 courses dans le top 10. Depuis l'Azerbaïdjan. Il faut compter le nombre de courses. Mais alors,
Je te rejoins pas forcément sur ce que tu viens de dire, Je notamment sais. sur la stratégie alpine, parce que lorsque Alonso s'arrête et met les durs, moi je vois pas comment Fernando Alonso peut faire une stratégie à un arrêt en s'arrêtant au 12e tour. Ouais, c'est vrai. Faire 60 tours sur les durs, Sur les durs, ouais. il y a eu, alors peut-être qu'ils ont prévu, et c'est un pari gagnant en l'occurrence, une voiture de safety car. sécurité ou une voiture de sécurité virtuelle, tant mieux pour Alpine. Mais quand tu vois par exemple Esteban Ocon, c'est le pilote, je crois qu'il fait 38 tours sur ses durs, c'est le pilote qui reste le plus longtemps en piste avec ses pneus durs. Je ne sais pas si Alpine était sur une stratégie à un arrêt, mais en tout cas en termes d'adaptation, ils ont parfaitement joué le coup. Daniel Ricciardo avait 56 points au même stade de la saison l'année dernière. Il en a 19 aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Après, Norris en avait plus aussi. Hein. Mais... Non, mais McLaren avait une meilleure voiture la saison dernière. Oui, aussi, mais voilà. c'est vrai. Donc, Oui. ce que je veux dire, c'est que je trouve plus fort que Norris arrive comptablement à être le meilleur des autres avec cette monoplace-là que ce que fait aujourd'hui Alpine. Et pour le coup, oui, pour moi, c'est Norris qui doit se battre seul, c'est-à-dire sans coéquipier et sans monoplace, vis-à-vis d'un line-up qui est sain, qui va disparaître, mais qui est sain. Avec une monoplace, bah c'est vrai, avec une monoplace qui est saine et qui, si elle n'avait pas eu ces problèmes de fiabilité, aurait largement dû exploser McLaren. Bon, je suis pas, honnêtement, Lando Norris, pour moi, je le vois terminer derrière Ocon, derrière Alonso à la fin de la saison. Ce ne sera pas une surprise. S'il parvient à terminer au moins devant un pilote, ce serait, je pense, une excellente performance de sa part, effectivement, pour toutes les raisons que tu as citées. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ça semble compromis pour McLaren. Exactement. Petite réaction de Lando Norris. Vous faisiez le comparatif entre 2021 et 2022. On se rappelle qu'à Zandvoort, McLaren n'était vraiment pas bien l'année dernière et que à Monza, ça s'était très très bien passé. Regardez ce que nous disait Lando Norris à l'arrivée de cette course. Ça sera pour se projeter un petit peu justement sur le Grand Prix de Monza qui aura lieu dès le week-end prochain du côté de l'Italie. Vous me dites quoi les gars en régie? Ils l'ont pas. Si, Ils vous ne l'ont l'avez. pas. Juste après, illustre Alpine normalement. Vous avez... Ouais, non, mais on parle d'Alpine et de Norris et de McLaren. Ah, en régie, ça suit pas, les gars. Ça suit pas aujourd'hui. Non, je rigole, bien évidemment. Voilà, les meilleurs, ils l'ont trouvé. Lando Norris qui veut continuer à manger du kangourou en 2023. Il dit, je m'attends à être en difficulté à Monza car il faudra peu d'appui et il y aura des virages lents et rapides comme à Spa. Et même si nous avons progressé, avec beaucoup d'appui ce week-end, je ne suis malgré tout que 7e et nous sommes toujours très loin de la référence. Des courses très difficiles nous attendent. Voilà le propos de Lando Norris qui corrobore peut-être avec ce que tu viens de dire, Brice, sur les difficultés, bien sûr, de cette McLaren en 2022. Quatrième et dernier enseignement, évoquons Alfa Romeo au fond de la marmite. Alfa Romeo, Valtteri Bottas et Wang Yujo encore en difficulté ce week-end. Regardez plutôt avec cette descente au... On me disait en régie qu'ils l'avaient pas, mais bien sûr que si, qu'ils l'ont. Une descente aux enfers estivale. La belle surprise du début de saison est bien loin et bien terminée. 0 point inscrit sur les 6 dernières courses. La dernière fois que Alpha a marqué des points, c'était au Canada. Bottas encore bloqué en Q1, lui qui n'avait pas connu de non-sortie de Q1 depuis 10 ans. Mais décidément, il a pris un abonnement. Encore victime d'un abandon aussi également en course avec ce problème sur son unité de puissance. Et puis Joe qui a été pénalisé pour une vitesse excessive dans les stands, ce qui l'a empêché d'intégrer le top 10. La question inhérente pour essayer de comprendre pourquoi ça va plus du tout du côté de chez Alpha, alors que on l'avait dit, tout semblait être très sain et très intéressant en tout début de saison. Est-ce que cette structure n'est pas un peu trop limitée en attendant Audi? On sait que Alfa Romeo, c'est l'un des plus petits budgets du plateau. Ce rythme inquiétant en plus dans un midfield aussi serré, est-ce que ça augure pas d'une fin de saison très compliquée pour l'écurie de Fred Vasseur? As, Aston Martin et AlphaTauri peuvent-ils les rattraper? Et au final, est-ce que les moyens ne sont pas trop limités pour notamment combattre des écuries, des usines entre guillemets comme Alpine et Aston Martin? Votre avis sur Alfa Romeo, les gars? Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui Alfa Romeo ne peut pas développer. Effectivement, je l'ai dit, un problème de budget. Ensuite, ils ont un nombre de couacs mécaniques phénoménal qui arrivent tout le temps au moment où on doit développer la voiture, à savoir les essais, même en course, mais ça arrive très souvent en essai libre, et qui arrive à qui? Valtteri Bottas, le pilote qui est censé développer cette voiture. Donc, ils sont en manque cruel de données pour développer cette voiture. Juste pour corroborer ton Lève la point, main, vas-y. même en course, c'est pour être poli, même en course, effectivement, Valtteri Bottas, sur les 6 dernières courses, c'est 4 abandons, dont 3 abandons mécaniques. Grande-Bretagne, c'est boîte de vitesse. Hongrie, injection, et donc hier, le moteur. Donc, tu as ça, en fait, tu ne peux pas développer si le mec que tu recrutes cher, venant de Mercedes, n'a pas le roulage pour te dire ce qui va ou ce qui va pas. Il l'a pas. Il n'y a pas assez de données. À côté de ça, tu as un jeune pilote,
Guanyu Zhou, qui performe correctement, qui a encore battu Valtteri Bottas en qualification, mais qui n'a pas le retour sur expérience pour aller te dire dans quelle direction il faut développer la voiture. Ajoute à ça le budget capé, sur le fait que quand tu fais des évolutions, il faut les faire grouper pour faire des économies d'échelle dans la manière dont tu développes. Et résultat, si tu fais les mauvais choix parce que tu n'as pas assez de data, ou que tu n'as pas assez d'argent, ou que tu n'as pas assez de retour, au final, très vite, avec cette nouvelle réglementation, tu vas te dégringoler dans la hiérarchie. Il faut quand même se rappeler où était Alfa Romeo au début de saison, parce que là, ça choque personne en soi, puisque l'année dernière, Giovinazzi, Raikkonen était en fond de grille. Fond du trou. L'année d'avant aussi. Et que la dernière fois qu'on avait performé une Sauber, c'était volant de Charles Leclerc. Mais là, en début de saison, Bottas, on est en train de rigoler parce que Bottas est régulièrement sur la même ligne, sur la ligne de départ que Hamilton. Complètement. Regarde où ça en est aujourd'hui. À la lutte avec Alpine, à la lutte avec McLaren. Oui, alors c'est pas le même budget, ok. Complètement. Mais regardez à quel point les écuries se sont éloignées et à quel point eux n'arrivent rien à en faire parce que cette monoplace, déjà, elle ne tient pas la durée d'un Grand Prix et qu'aujourd'hui, la perfo, quand ils l'ont, ça foire et quand ça foire pas, ils n'ont pas la performance, justement. Et pour corroborer encore une fois ton point, sur les 6 premières courses, Alfa Romeo a marqué 39 points. Ils en ont 51 aujourd'hui. Ouais. Vous faites les comptes. 11 points pris depuis Monaco. Donc il faudra compter le nombre de courses que l'on a eu. Moi effectivement j'ai une inquiétude sur le classement constructeur parce que même s'il y a encore une petite marge intéressante sur Aston Martin et sur qui j'ai oublié Alpha Tauri, ouais. Je me dis que la dynamique actuelle est plutôt inquiétante, notamment face à une écurie comme Aston Martin. Alors Aston Martin je crois ils sont 9e, donc l'écart est encore plus conséquent avec Aston Martin. 27 points. Mais 26, effectivement, il y a une réelle source d'inquiétude sur la fin de la saison. Je suis pas sûr qu'il manque grand-chose, notamment à Valtteri Bottas, pour mettre la... Je sais pas si c'est un problème de confiance qui commence à gangréner l'écurie avec tous ces problèmes de fiabilité. Mais effectivement, je pense que s'ils parviennent à conserver cette 6e place au championnat, il faudra compter aussi sur des mésaventures chez les autres équipes. En sachant que sur le début de saison, Alfa Romeo n'a pas passé 2 week-ends de suite sans marquer de points. Toujours eu des week-ends où on marquait des points. Là, ça fait 6 courses. Ouais, 6 courses, ouais. 6 courses, 0. Et avec des performances inquiétantes, hein. Je pense en qualification notamment, c'est que lorsqu'ils n'ont pas de problème mécanique, le rythme non plus ne suit pas. Et plusieurs éliminations ont Q1 pour Bottas. Oui, complètement. Alors que c'était pas arrivé pendant 10 ans, parce qu'il pilotait aussi et pour moi, le meilleur comparatif à faire, c'est celui avec As, par exemple. Parce que c'est à peu près la même chose. Pas beaucoup de budget de développement, pas beaucoup de capacité de développement. C'est les 2 plus petits budgets. Et le même moteur. As, aujourd'hui, arrive à faire des perfs. À des circuits sur lesquels elle performe. On a vu Mick Schumacher faire une belle 8e place en qualif. Si Magnussen fait de la merde, mais il me semble qu'ils mettent 14 points en Belgique. Ouais, exactement. En Belgique ou en Hongrie, je sais plus, j'ai un doute. Hongrie. Après, Autriche. Ils en mettent 14 en Autriche. Oui. Donc il y a quand même en fait des petites pointes qui font que ça grappille. Alfa Romeo, j'ai l'impression que c'est mort-né, et quand tu vois l'attitude de communication de Fred Vasseur, t'as moins l'impression qu'il est en construction, comme il nous l'a dit au Grand Prix de France, mais plus en soumission à ce qui se passe, quoi. Et qu'il n'a pas assez... Il n'a pas les moyens de développer les choses comme il le souhaiterait, quoi. D'ailleurs, je vous conseille un excellent reportage de Canal avant la course, si vous ne l'avez pas vu, dans la soufflerie d'Alfa Romeo en Suisse. Impressionnant. Et justement, on parle souvent de la course à l'armement et la course au développement en 2022. Peut-être que justement Alfa Romeo, avec ses moyens limités, on est aujourd'hui bien sûr un peu victime. On n'a pas parlé d'Aston Martin, mais Aston Martin qui a mis un point, qui grappille des petits points de manière régulière, mais qui en termes de rythme a vraiment passé quand même un cap. C'est pas tant comptablement que sur l'impression. Ouais, tout à fait. Sébastien Vettel a beaucoup plus performé au début de saison que Lance Stroll, mais moi là je vois un Lance Stroll qui est de plus en plus régulier dans le midfield, et j'ai le sentiment qu'il leur manque pas grand chose pour faire en sorte que leurs 2 voitures elles jouent régulièrement la 9 et 10e place, par exemple. Ils sont en train, à mon sens, de se positionner de plus en plus comme pouvait l'être Alpine l'année dernière à la rigueur, c'est-à-dire pas réussir à faire les coups au bon moment, mais avoir quand même cette perf qui est présente. Alors après, la perf, elle a l'air d'être un petit peu disparate. Ça marche pas tout le temps, ça marche pas parfaitement, mais alors quand ça marche,
pour du midfield, qu'est-ce que ça marche. Ça marche très fort. J'ai quand même l'impression que cette Aston, depuis qu'ils ont changé le concept à Barcelone, elle est en progrès constant. Et il y a un vrai regret quand même, Sébastien Vettel, quoi. Enfin, franchement, tu peux pas. Ouais. Je suis désolé, Sébastien Vettel. Alors oui, à la retraite, on se doit d'être gentil, bienveillant envers ce pilote qui a tant marqué l'histoire de la F1. Moi, je veux bien. Mais franchement, il fait un gros premier secteur, il fait un gros deuxième secteur. T'arrives sur le troisième secteur et sur la fin du troisième en plus. Mais oui, sur le dernier virage, je crois. Donc il y a cet immense regret parce que tu dis effectivement que potentiellement ils avaient peut-être le rythme pour avoir même 2 Aston en Q3. Ouais, c'est rageant. Franchement, c'est rageant. Mais après, je suis toujours d'avis de dire que, surtout avec des circuits comme ça où la gestion de ta gomme est importante jusqu'au dernier virage, j'aime pas arrêter le chrono à 2 virages avant la fin en se disant oh là là, il était en tête. Mais là, il était au dernier virage en l'occurrence. Oui, mais au final, t'avais un Alex Albon qui était nulle part dans les 2 premiers secteurs et qui rattrapait tout dans le troisième. Et t'as des mecs qui privilégiaient ça et qui conservaient leurs pneus jusqu'au troisième secteur. Je pense que ce que veut dire Hamza, c'est par rapport au potentiel de la voiture, il y avait clairement mieux à faire du côté de Sébastien Vettel quand on connaît le talent du garçon. Mais ne nous gargarisons pas comme pour Lewis Hamilton du fait que s'il avait passé ce dernier virage, non, le moteur Aston Martin est un moteur Mercedes, il aurait eu de la traînée avant d'arriver. On ne sait pas ce que ça aurait donné, c'est ça que je veux dire. Gargarisons-nous. Très rapidement, Sébastien Vettel, cette saison, il a déjà marqué des gros points. Je crois que c'était à Monaco, il termine 6e, il me semble. Ouais, Stroll aussi. Stroll, il fait que des P10. Alors 5 fois, donc 5 points, 5 P10. J'attends de voir le moment où Stroll fera la performance à la Vettel qui lui permettra d'accrocher un top 6, un top 7 ou peut-être même un top 8. S'il n'y aurait pas un déclic psychologique qui lui permettrait ensuite d'enchaîner avec la... Tu penses pas qu'il a besoin d'une implication stratégique pour ça? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que Lance Stroll, il fait ce qu'on lui demande de faire en termes de stratégie. Est-ce que Vettel n'est pas plus proactif par rapport à la science de la course? Parce que en soi, en termes de vitesse pure, si tu regardes dans les qualifications, pas une différence si énorme. Pas une différence très 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 grosse, mais en science de course. C'est là que Vettel il fait la différence souvent. Et ce qui est rageant, c'est que le mec il a Sébastien Vettel en coéquipier, l'année prochaine il aura Fernando Alonso à côté. Apprends. Effectivement, c'est vrai que il a eu les plus grands. Il a une base. La semaine dernière, tu parlais des coéquipiers de Pierre Gasly qu'il a eu en carrière. Stroll, c'est autre chose. Et j'ai l'impression, effectivement, alors c'est aussi une impression parce qu'on n'est pas en interne et on voit pas le comportement au quotidien de Lance Stroll, mais j'ai l'impression effectivement qu'il n'utilise pas cette possible connaissance, ce puits de connaissance de ses coéquipiers pour progresser et développer des domaines qu'il ne maîtrise pas forcément. Attends l'année prochaine que le professeur et donneur de leçons arrive, je pense que ça va le faire step up d'un coup. Je voulais juste relancer un vieux débat. Toujours à 2. Le fameux 2 contre 1. Ah bah oui. Toujours intéressant. Les amis, on regarde et on jette un point, excusez-moi, au classement, au championnat du monde pilote et constructeur. Max Verstappen, on l'a dit, 109 points d'avance sur Leclerc et Pérez qui sont désormais deuxième, chacun à égalité. Alonso qui remonte, qui grappille des points aussi également sur Esteban Ocon, mais Lando Norris qui reste pour le moment le meilleur des autres. Et puis du côté des écuries, Red Bull s'envole. On parle beaucoup du titre de Max Verstappen, mais on se demande qu'est-ce qui pourrait empêcher Red Bull d'aller chercher un titre constructeur qui leur échappe quand même depuis de nombreuses années. Ferrari, Mercedes aussi également, on le voit, ça se resserre, 30 points désormais d'écart entre ces deux équipes, 24 points d'avance pour Alpine sur McLaren, et cette lutte dont on vient de parler entre Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri et Aston Martin qui pourrait, pourquoi pas pimenter la fin de cette saison. Vous avez remarqué, les gars, aujourd'hui, on a fait un boycott. On a décidé de ne pas parler de Ferrari. On a décidé de ne pas parler des problèmes dans le pit stop, de stratégie de la Scuderia Ferrari. On en a marre de vous répéter chaque semaine les mêmes choses. On a fait une très belle émission justement du côté de Winamax samedi où on a eu le droit à un invité tout à fait spécial. C'était dans Pole Position. Je propose de regarder cet extrait. Puis Cortez qui nous dit: j'ai hâte de savoir comment Ferrari va se débrouiller pour n'avoir aucune de ses voitures sur le podium. Mais c'est toujours la belle innovation qu'on attend à chaque fois qu'il se qualifie correctement. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait rire? C'est le commentaire de Mathis qui dit: j'adore à chaque fois les invités que vous proposez. Est-ce qu'on pourrait avoir un plan large sur l'invité du jour, s'il vous plaît, en régie? J'aimerais bien quand même qu'on voit Fantomas. Ouais. Voilà, c'est l'homme invisible. J'ai trouvé ça super drôle. Écoute, comme commentaire. Super blague de Pierrot à la Real qui me dit: voilà le responsable, on a aujourd'hui le responsable de la stratégie chez Ferrari. Welcome, sir. Est-ce qu'on pourrait lui poser des questions, tu penses? Tu peux essayer, vas-y. Alors, bonjour, monsieur Rueda. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plutôt 2 arrêts ou un arrêt? Pour le moment, on ne sait pas si c'est le plan A, le plan B ou le plan C. Plan Z? Vous dites plan Z? Il est possible qu'on parte sur le plan D.
D'accord, plan D. Bah, écoutez, plan D, regardez la cote de Ferrari aujourd'hui. Si vous croyez au plan D, peut-être essayez de miser sur Carlos Sainz, sur Charles Leclerc. Moi, je n'y crois pas personnellement. Et le fait qu'on ne le voit pas en face de nous, puisqu'à mon avis, il a décidé d'être le plus caché possible, nous montre qu'il n'est pas très confiant en sa stratégie, à mon avis. Je ne peux absolument pas me montrer ma tête parce qu'en ce moment, c'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué, on l'a entendu. Quand même, il est- que de grands invités. Non, quand mais même, hein, dans ta les voix émissions. ressemble quand même beaucoup à celle de l'ingé Ferrari, quand même. Pas du tout. Ce qui est fou, c'est que Emmanuel Moine, il nous a gratifié d'excellentes imitations. Je me souviens d'une émission lors d'un quiz de fin d'année, je crois. Et que celle-là, elle est éclatée. Ouais, celle-là, elle est pas ouf. Celle-là, elle est pas ouf. mais tout Elle était était improvisé. improvisée. Tout était improvisé. Très rapidement, les Non, mais gars. on va pas en parler. Enfin, une dinguerie par course. On est Enfin, d'accord que- qu'on va pas assassiner Ferrari aujourd'hui parce qu'il laisse traîner des pistolets dans la pit lane, parce que les pneus ne sont pas prêts quand Sainz Non, arrive. c'est parce pire qu'on que ça, fait les un pneus. unsafe Oui, oui, release. c'est Les pire, pneus, c'est c'est pire pire que que ça. ça. Ils n'ont pas oublié le pneu. Ouais. C'est que le mécanicien qui devait aller à la roue arrière gauche, il s'est pas trouvé au bon endroit. Il Non. était à l'avant. Du coup, il devait faire le tour. Alors, je sais pas pourquoi il a mis 10 secondes pour faire le tour. En fait, si tu regardes en vue aérienne l'arrêt, ils sortent tous de leur C'est l'armée côté. mexicaine, quoi. Oui, oui, mais c'est ça. Ils sortent tous de leur côté et à un moment donné, en fait, il se rend compte que le mec où il est censé aller, il est déjà là. Du coup, il a sa roue et il sait pas comment y aller parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui ressortent de la pit lane. Donc, il peut plus repasser à droite et du coup, il est bloqué avec son pneu, il bouge pas. Et derrière, il attend que, en gros, il y ait quelqu'un qui lui fasse signe et il arrive avec le pneu. C'est lunaire. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, tout ce qu'on peut dire, c'est Ils innovent. qu'Amonza, et tu le disais tout à l'heure, Carlos Sainz aura une nouvelle unité de puissance. Ouais. Alors, il aura certainement une pénalité, mais hybride plus efficace. c'est sûr. 2 kilos plus léger normalement pour atteindre le poids minimal. C'est tout ce que tu peux dire. Après, honnêtement, sur le reste, j'ai pas envie de revenir sur la course. Enfin, Non, une dinguerie non, par course, clairement, ouais. franchement, c'est. Mais c'est pas la pire des courses Ferrari. Non, c'est sûr. Pas Pas la pour Sainz, pire- c'est pas la pire des courses, c'est pas peut-être la aussi meilleure parce non plus. qu'il y a la voiture de sécurité qui a permis de. Oui, bien sûr. Mais bon. Non, Voilà. on a dit qu'on boycottait Ferrari. Et juste rapidement, le dépassement de Sainz sous drapeau jaune, il est tout à fait légal parce que le règlement dit que c'est à partir du moment où il y a le premier drapeau jaune ouais. que tu ne peux plus dépasser. Le dépassement de Sainz a été accompli avant le drapeau jaune sur Esteban Ocon. Les amis, en tout cas, voilà, le petit extrait qu'on vous a mis était bien sûr extrait de pole position. Notre rendez-vous du dimanche, avant la course sur Winamax. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la dernière vidéo. On évoque la possibilité de l'arrivée de Pierre Gasly du côté de chez Alpine et on pose cette question: est-ce que Pierre Gasly peut justement faire oublier l'imbroglio autour d'Oscar Piastri et de Fernando Alonso. Voilà, c'est la fin de ce débrief, les gars. C'était un régal de vous avoir avec nous, aussi, vous chez vous. On se donne rendez-vous mercredi, émission tout à fait spéciale. On n'est pas peu fiers. 2 super sujets qu'on va bien sûr évoquer ensemble. Le débat déjà, on en sait un peu plus sur les conditions de la signature d'Oscar Piastri, sur l'avenir déjà d'Oscar Piastri en 2023. Et on posera cette question: est-ce qu'Oscar Piastri a-t-il trahi Alpine? Est-ce qu'il y a eu simple imbroglio ou est-ce que c'est une faute morale de la part du pilote australien? Est-ce aussi, en allant un petit peu plus loin, le signe d'une nouvelle ère, de nouveaux comportements au sein du circuit C1? Et qu'est-ce que cela dit justement de l'évolution de la discipline? Et puis, on vous l'avait promis, on l'a rencontré au Castellet, Nicolas Latifi, qui viendra en interview pour les pistonnés, qui nous parlera de son adaptation difficile au concept 2022 et surtout de son plan pour rester en Formule 1 l'année prochaine. Nicolas Latifi featuring les pistonnés, ce sera le grand rendez-vous de ce mercredi. Merci Hamza, merci Brice. On se voit mercredi, Plaisir. du coup, comme d'habitude. Merci les gars, ciao. Un jour même heure.